Osimia limeti pembene sase papa suweno nini. Babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga. Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shitakwacha pelende wenjoro yangu. Dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Voilà, bandeko balandi na troisième session Oyalelo. Là nous sommes en route hein. Le temps pour nous avoir la classe, alors nous nous sommes dit tout sur la Mouké parce que vous nous appelez nombreux, vous êtes nombreux à nous appeler. Est-ce que le mouvement on a déjà eu xénophobie et s'arrête qui déjà mais en réalité, excusez-moi, bakoya sous-te notice donc il m'a renvoyé ça rendez quoi parce que ba pays belé Afrique était mais notamment déjà Botswana, Nigeria, Ghana et consort. Bozo benga biso est-ce que kuna toki Botswana kati Afrique c'est le courant c'est solo tout ça le coup en tout cas na évité je ne sais pas vous confirmer nous sommes en train de vérifier l'information mais quand même il y a certaines personnes au bas du côté mais là-bas boye bi atana ndako soki obetaka mwana trop mwana so les bisous ça ne peut perdre signer na perdre à perdre rien obetinga peu trop donc tellement comme aventure trop il y a certaines personnes au bas du côté mais là-bas notamment vidéo est comme virale sur la toile où il y a Malawiti moko boye ye babenga de king of xenophobia ye type wana aye aïsaye bozo kanga bino na Nigeria dans ça ku Nigeria trabenga Nigeria donc bango pona bango donc noir non surtout babenga bon ba Nigérien ama Nigeria atuni yo bozo ngana moko no mukolo so sa nini wana mukanda na weza oh Malawiti c'est pas ici bato non atuni yo no mukanda da police parce que la police est la seule institution où il y a beaucoup de mukanda na nzela na mboko affixe quand la police tata mukanda yo na droite ya tata mukanda et puis ga telemela et puis si bato moi espoir et moi si ni moko ya ba révolte bandi et ce type là ils ont bali bosote ya même bandi ko na mo ba telemela donc ba image e beto ko proposer bino akena ko to ko na ba zulu musuya o ba kolo ba zulu o na na Johannesburg na township ici que bazulu bazalaka baboko pesa yembote parce que ça là est commis ça n'est de trop a comme ko zo loi na maboko azoko finga batu donc ezali subena malamu te soki po tuni mais ba misala ngo nini oyo batu ba ozwa bazoyeba ko déterminer yango te na pese exemple quand de ba ozwa misala ba étranger bazoya bazouta musika ba yebo bazo créer ba emploi bango moko ba créer ba emploi bazo teka mike tiro na lobby a comme na supermarché comme na magasin ya munene alors ba misala ni ba olo ba misala ba sécurité ba misala ya ba domestique weka domestique en français ça le ba mémé zo ba benga nous soki nous ba la misala quelque chose comme ça alors nous on croyait que ba sud-africain loko na ba une opportunité ya kotanga almost classe au fele université l'état peut sarabing ba bourse il devait profiter na tawana ba tangi classe ba université ba créer ba emploi pour na kutu ba étranger wana ba sala kande pa na bango mais bango ba soko wela ba misala oya ba domestique ba sécurité na ba étranger yango zo pesa mutu ko swa tu vois et ça peut mal mutu alors bande ko ba ndi côté mais bango ba muke image ça li viral sur la toile ni total yango muke et en anglais hein ils en anglais donc na ko essayer ko interpréter les bino ndenge bazolo ba tout à l'ensemble ensemble ndenge bazolo ba tout à l'ensemble Nigeria nukuthi in Nigeria the government of Nigeria have I'm speaking English. Yes, and you have papers. Where? Aujourd'hui aussi c'est un voilà. Et ça lui peut tout du monde. Voilà, on dit qu'on protester. Voilà, c'est ça.
Atravessou votre mensagem. Don't tell me nonsense. You don't know. Voilà. C'est un peu ça la situation oyo et les cas qui bandikolo oyo na Afrique du Sud comment est-ce que bali ko résister. Mon résistance au soke bandi boy et comme mabe et quoi qu'on risquer bitumba. C'est le moment où le gouvernement sud-africain il devrait réagir. Moi ça nous écœure. Comment se fait-il que gouvernement zaliwana batouana ba otambola et puis gouvernement ça la mabe Batouba se plaint de partout dans le monde entier. Bon, entre parenthèses, le gouvernement ne veut pas réagir. Est-ce que ça a politique ça, nous, on ne sait pas. Mais, les étrangers, problème. Voilà. Alors, j'étais en train de passer en revue. Na reçu documentaire, on va expliquer c'est quoi au juste. Qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud? Afrique du Sud, oui, c'est vrai, ce côté, aux hommes, immeuble, oui, mais il y a quelque chose qui est caché, ce qu'on ne vous montre pas en ce qui concerne l'Afrique du Sud, oui, et ça, c'est l'Afrique du Sud, et même les États-Unis, et ça, la côté sombre des États-Unis, moi, je ne savais pas que les États-Unis, il y a ma BP, je ne savais pas que les États-Unis, même la France, dans Bocagno, surtout. Alors, qu'est-ce qui amène la pauvreté en Afrique du Sud? Qu'est-ce qui fait que les bateaux ne sont pas revendiqués? Qu'est-ce qui fait que les bateaux comme ça va cibler les étrangers? On va réclamer pour tout. On a reçu ensemble, on va expliquer la situation en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est souvent ce qu'on vous vend à l'écran. Des paysages à couper le souffle, des villes modernes qui brillent la nuit, une énergie vibrante. Mais cette carte postale est très loin de raconter toute l'histoire. À Johannesburg, il existe des zones où la réalité ressemble à l'exact opposé de cette image. Des endroits où la misère est quotidienne, où les gens s'entassent dans des espaces impossibles, et où survivre jusqu'au lendemain devient la seule ambition possible. Dans certains secteurs comme Alexandra ou Hillbrow, la vie est marquée par une tension permanente. Des gangs y font la loi, certains contrôlent des immeubles entiers, d'autres prospèrent dans l'ombre d'une économie qui n'existe sur aucun registre officiel. La nuit, tout change encore. Derrière l'ambiance des bars et la musique qui déborde sur les trottoirs, on découvre des réalités bien plus dures, des échanges motivés par la survie, des réseaux souterrains parfois liés au crime organisé, et des dangers bien réels pour ceux qui s'y retrouvent sans y être préparés. Et ce n'est qu'une partie du tableau. La pauvreté, la drogue, les fractures entre communautés, les violences, tout cela s'entremêle et crée un environnement où beaucoup n'ont que très peu de marge de manœuvre. Dans ce documentaire, on ne va pas vous servir une version idéalisée. On va vous révéler ce qui se passe vraiment dans ces rues que personne ne vous montre jamais. Dès qu'on entre dans Alexandra, ce qui frappe, ce n'est pas seulement l'agitation, c'est la compression. Les ruelles sont étroites, constamment encombrées. Entre les habitations serrées les unes contre les autres, les vendeurs de rue, les taxis collectifs et les piétons qui se fraient un chemin, chaque centimètre carré est occupé. Sur une superficie d'à peine 7 km², environ 180 000 personnes vivent pratiquement les unes sur les autres, soit plus de 25 000 habitants au km². C'est l'une des densités humaines les plus élevées d'Afrique subsaharienne. Cette concentration extrême génère une pression constante, difficilement perceptible de l'extérieur, mais que les habitants ressentent à chaque instant. Dans ce contexte, tout devient une ressource rare, l'espace, les opportunités, le moindre revenu fixe. Le chômage ronge une grande partie de la population active, et les jeunes en sont les premières victimes. À l'échelle nationale, le taux de chômage des 15 à 24 ans dépasse aujourd'hui les 62%, un chiffre qui, dans des zones comme Alexandra, monte encore plus haut. Beaucoup n'ont jamais connu ce qu'est un contrat de travail. Ils se débrouillent au jour le jour, vente à la sauvette, petits services, activités improvisées sur le bord des routes. Une économie invisible, informelle, qui fait tourner le quartier mais reste fragile, imprévisible, et bien souvent insuffisante pour nourrir une famille.
C'est cette combinaison toxique, surpopulation, manque d'emploi formel et lutte incessante pour subsister qui explique pourquoi Alexandra est considérée comme un secteur à haut risque. Quand autant de personnes se retrouvent dans un espace aussi restreint, avec si peu d'issues, les tensions montent naturellement. Les vols opportunistes, téléphones arrachés, pickpockets, agressions éclairs se multiplient. Non pas toujours par choix moral, mais souvent par nécessité absolue. Avec le temps, les résidents ont développé des réflexes de survie, rester sur ses gardes, éviter certains passages après la tombée du jour, ne jamais afficher ce qu'on possède. La vigilance n'est pas un trait de caractère ici. C'est une condition de base. Mais au-delà de ces actes visibles, c'est surtout l'équilibre général qui reste précaire. Ici, la moindre difficulté peut faire basculer une situation en quelques secondes. Et c'est cette instabilité permanente, nourrie par la densité, l'absence de débouchés et la pression sociale quotidienne qui rend Alexandra aussi imprévisible. Un quartier où tout semble vivant, mais où tout peut aussi déraper en un instant. À quelques kilomètres de là, Hillbrow présente une autre facette de la même réalité. Ici, le problème ne vient pas seulement de la densité, mais de la structure même du quartier, de ses fondations architecturales et humaines qui ont été laissées à l'abandon. Hillbrow est un tissu urbain vertical, de grands immeubles qui accueillent des milliers d'occupants. À première vue, ça ressemble à un coin de centre-ville classique. Mais en réalité, ces bâtiments sont souvent surpeuplés, mal entretenus, et pour beaucoup, complètement en dehors de tout cadre légal. On parle de bâtiments hijackés, des immeubles dont des réseaux criminels ont pris le contrôle en chassant les propriétaires légitimes, pour y louer ensuite des espaces sans aucune structure officielle, à des familles souvent sans autre option. En 2023, la ville de Johannesburg recensait encore plus de 100 bâtiments dans cette situation, et après l'incendie d'un immeuble occupé illégalement cette même année, ce sont 1260 bâtiments appartenant au gouvernement qui ont été identifiés comme squattés. Dans ces constructions, les logements ont été subdivisés, bricolés, transformés pour accueillir bien plus de personnes que prévu. L'eau, l'électricité, la sécurité incendie, tout devient irrégulier, hypothétique. Ce genre d'environnement crée des zones de non-droit. Quand un espace est impossible à surveiller, surpeuplé et sans régulation, il devient un terrain fertile pour les activités illégales. Des réseaux s'y installent et imposent leur propre fonctionnement, contrôle des zones, gestion parallèle des loyers, influence sur certains commerces. Certains résidents paient leur loyer non pas à un propriétaire, mais à un gang. Hillbrow est aussi un point de transit pour des milliers de personnes venues d'autres régions d'Afrique, Zimbabwe, Mozambique, République démocratique du Congo. Cette diversité crée une dynamique humaine intense, mais aussi des frictions dans un contexte où chaque opportunité est déjà disputée par des habitants locaux eux-mêmes à bout. Contrairement à Alexandra, où la pression vient surtout de la surpopulation et du manque d'emploi, ici c'est le bâti qui facilite le désordre. Les immeubles, la densité des flux humains et l'absence totale de régulation ont créé un terrain propice à l'instabilité chronique. Un endroit où tout semble structuré en apparence, mais où l'autorité réelle est souvent fragmentée entre des mains que personne n'a élues. Dans des zones comme Alexandra ou Hillbrow, l'insécurité n'est pas un événement exceptionnel. Elle fait partie du paysage quotidien. Personne ne se déplace vraiment sans y penser. Les habitants le savent, sortir avec un téléphone visible, porter certains objets ou simplement être distrait peut suffire à attirer l'attention. Les vols à l'arraché sont rapides, souvent imprévisibles et surviennent en plein jour, en plein monde. L'Afrique du Sud enregistre l'un des taux de criminalité violente les plus élevés au monde. Pendant les derniers mois de 2023, environ 85 personnes étaient assassinées chaque jour dans le pays. À Johannesburg, la station de police d'Alexandra a régulièrement figuré parmi les secteurs affichant les plus fortes hausses de criminalité déclarées dans toute la province du Gauteng. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Il n'y a pas forcément de cris ou de violence extrême visibles. Mais c'est constant et c'est justement ça qui dérange. Les pickpockets, les guetteurs, les petits groupes qui observent et attendent le bon moment, une inattention, un réflexe manqué, et c'est terminé. Dans ce type d'environnement, la vigilance devient un automatisme, une seconde nature. Certains riverains évitent des trajets précis, d'autres ajustent leurs horaires selon l'ambiance de la rue. On apprend à lire les situations, à détecter les comportements suspects, à ne jamais s'arrêter trop longtemps au même endroit. Mais ce qui est frappant, c'est que ce fait est pleinement intégré. On ne parle pas d'un péril passager, mais d'une menace acceptée.
Une sorte de règle implicite avec laquelle tout le monde compose, non pas par habitude choisie, mais parce qu'il n'existe aucune alternative. Les familles qui pourraient partir sont souvent celles qui n'en ont pas les moyens. Celles qui restent apprennent à vivre avec. Et c'est là que le problème devient plus profond. Quand l'insécurité devient normale, elle ne ressemble plus à un incident. Elle devient simplement une composante de la vie, au même titre que se lever et manger. Au soir venu, le quartier ne s'endort pas. Les rues restent animées, mais l'ambiance n'a plus rien à voir avec le jour. Les lumières se font plus rares, certaines zones disparaissent dans l'obscurité, et les déplacements se font avec davantage de prudence. Ceux qui connaissent les lieux savent où aller, et surtout quelles artères éviter. Par endroits, les bars et petits établissements se remplissent. La musique monte, les gens dansent, rient, boivent. À première vue, l'atmosphère peut sembler festive, presque légère. Comme une soupape après une journée éprouvante. Mais il ne faut pas rester en surface. Très vite, on perçoit autre chose. Les échanges sont rapides, intéressés, souvent mutuellement calculés. Les regards s'accrochent avec une précision qui n'a rien d'innocent. Ici, beaucoup ne sont pas là simplement pour souffler. Certains cherchent de l'argent, d'autres une transaction. Parfois, simplement un moyen de tenir jusqu'au lendemain matin. Dans cette agitation, la séduction devient un outil économique. Des femmes, mais aussi des hommes, se rapprochent, discutent, négocient sans jamais formuler clairement ce qui se passe. Tout est implicite, mais le message est compris de tous. Derrière cette effervescence, un circuit discret s'organise, un marché parallèle où le corps peut devenir une ressource, où les relations prennent une valeur monétaire. Et bien souvent, ces dynamiques ne sont pas choisies librement. Des réseaux structurés gravitent autour de ces espaces. Ils observent, influencent, et parfois verrouillent certains périmètres. Pas forcément de manière visible, mais suffisamment pour que tout le monde comprenne les règles sans qu'elles soient jamais écrites. C'est dans ce contexte que les risques s'accumulent. L'alcool, l'épuisement, l'argent qui circule, les tensions latentes, tout peut déraper en quelques secondes. Une mauvaise rencontre, un malentendu, une situation mal évaluée, et les conséquences sont immédiates. C'est pourquoi beaucoup restent sur leur garde. On identifie les sorties avant d'entrer dans un endroit. On ne tourne pas le dos trop longtemps. Parce qu'ici, la nuit n'efface rien. Elle révèle ce que le jour tente de dissimuler. Ce que l'on voit, la musique, les rires, les néons qui clignotent, n'est qu'une fin locaux. Mais du côté des résidents sud-africains, la perception est radicalement différente. Certains estiment que ces nouveaux arrivants occupent des créneaux économiques déjà trop étroits, s'approprient des espaces commerciaux, ou bouleversent l'équilibre fragile du quartier. Dans un contexte déjà sous haute tension, cette perception peut se transformer rapidement en rejet brutal. Et ce rejet peut devenir d'une brutalité extrême. Depuis la fin de l'apartheid en 1994 jusqu'en 2024, les violences xénophobes ont causé 679 morts, conduit au pillage de plus de 5000 commerces, et provoqué le déplacement forcé de plus de 128 000 personnes à travers le pays. Ces épisodes ne sont pas constants dans le temps, mais ils restent suffisamment réguliers et marquants pour entretenir un climat de méfiance permanente entre communautés qui partagent pourtant les mêmes ruelles, les mêmes difficultés, les mêmes rêves. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette violence ne naît pas du vide. Elle s'inscrit dans un terreau où la frustration s'accumule depuis des années. Absence d'emploi stable, difficultés économiques qui ne se résolvent jamais, sentiment d'être abandonné par un État qui ne tient pas ses promesses. Face à ce constat, certains cherchent des responsables. Et des étrangers visibles, reconnaissables, qui semblent réussir là où on échoue, deviennent des cibles commodes. Mais au bout du compte, personne ne sort gagnant. Les boutiques ferment, les relations se détériorent, et la fragilité du secteur s'accentue encore. Ce qui aurait pu être une richesse, la diversité de ceux qui se retrouvent dans ces rues, finit parfois par se transformer en ligne de fracture. Pour comprendre Alexandra ou Hillbrow aujourd'hui, il faut remonter aux décisions prises des décennies avant leur naissance. Ces réalités ne sont pas apparues par hasard. Elles ont été construites, pierre par pierre, par un système politique qui avait décidé de qui avait le droit de vivre, de travailler, de circuler librement ou non. Pendant des décennies, l'Afrique du Sud a été régie par l'apartheid, un système de ségrégation totale qui assignait les individus à des espaces précis en fonction de leur origine. Alexandra a été conçue dans cette logique, un township pensé pour contenir une main-d'œuvre noire à proximité des pôles économiques blancs de Johannesburg, notamment Sandton, l'un des quartiers d'affaires les plus riches du continent. Construire là, mais sans investir là.
Utiliser les gens, mais pas les développer. L'apartheid a officiellement pris fin dans les années 1990. Mais ses conséquences, elles, n'ont pas disparu avec la signature d'un accord. La ville s'est développée à 2 vitesses. D'un côté, des zones modernes, connectées à l'économie mondiale, avec des infrastructures au niveau des standards internationaux. De l'autre, des espaces urbains qui ont continué à grandir rapidement, parfois explosifs, parfois anarchiques, sans jamais bénéficier du même niveau d'investissement public. Aujourd'hui, les inégalités de revenus en Afrique du Sud restent parmi les plus criantes au monde. L'écart entre ce qui se construit à Santon et ce qui existe à 2 km de là, à Alexandra, reste un symbole visible de ce que l'histoire continue de faire peser sur les vivants. L'urbanisation massive a amplifié ces déséquilibres. Des milliers de personnes, venues de régions rurales ou d'autres pays, ont afflué vers Johannesburg avec l'espoir de trouver une place dans cette économie. Mais face à un marché du travail saturé, beaucoup se sont retrouvés à s'installer là où c'était possible, des secteurs déjà sous pression, aux équipements déjà saturés. Ce qu'on observe aujourd'hui, la pauvreté structurelle, les tensions entre communautés, l'insécurité chronique, est le résultat d'un enchaînement de facteurs qui s'étire sur plusieurs générations. Un passé qui a bâti ces fractures. Une croissance délibérément inégale. Et une pression démographique qui ne ralentit pas. Ces lieux ne sont pas difficiles, par essence. Ils sont le produit d'un système dont les effets se font encore sentir aujourd'hui, dans chaque rue, chaque immeuble, chaque trajectoire de vie brisée. Quand on observe des secteurs comme Alexandra ou Hillbrow, on remarque d'abord ce qui saute aux yeux, la densité humaine, l'agitation permanente, la précarité visible. Mais les dommages les plus profonds ne sont pas toujours ce qu'on voit. Ces plaies sont souvent plus discrètes et bien plus durables. Dans ces environnements, l'accès aux soins reste une réelle barrière pour une grande partie des habitants. Les structures médicales existent, mais elles débordent souvent, restent éloignées ou exigent des ressources de temps, d'argent, de mobilité que beaucoup ne possèdent pas. L'Afrique du Sud compte aujourd'hui environ 8 millions de personnes vivant avec le VIH, le chiffre le plus élevé au monde. Et selon plusieurs études, les habitants des townships affichent une prévalence du VIH presque 2 fois supérieure à la moyenne nationale, avec des taux frôlant les 13% en Gauteng pour la population générale adulte. Plusieurs facteurs expliquent cette réalité. Accès limité à la prévention, manque d'informations dans certains foyers, mais aussi les dynamiques que nous avons décrites plus tôt, économie de survie, relations transactionnelles, vulnérabilité accrue dans certains espaces nocturnes. À cela s'ajoutent les violences, physiques, psychologiques, sociales, qui ne se voient pas toujours sur la place publique, mais qui laissent des empreintes profondes dans les individus, dans les familles, dans la capacité collective à se projeter vers l'avenir. Et puis il y a ce qu'on évoque rarement, la transmission de ces conditions d'une génération à la suivante. Grandir dans un environnement où les modèles de réussite se comptent sur les doigts d'une main, où les difficultés sont la norme plutôt que l'exception, où l'instabilité est le seul décor connu, cela marque. Sans accompagnement, sans perspective concrète, nombreux sont ceux qui reproduisent les mêmes schémas non par fatalisme, mais parce qu'ils n'ont jamais vu autre chose. C'est ce qui rend la situation particulièrement difficile à faire évoluer. Parce qu'au-delà des problèmes qu'on peut filmer et montrer, il existe un ensemble de séquelles qui s'inscrivent dans la durée, qui s'accumulent silencieusement, et qui rendent toute évolution plus lente, plus complexe, souvent invisible. Ce sont ces blessures invisibles qui prolongent le cycle. Ce qu'on a traversé dans des secteurs comme Alexandra et Hillbrow ne se résume pas à des images de pauvreté ou d'insécurité. C'est un enchevêtrement de faits qui se recoupent. Des conditions de vie éprouvantes. Un manque d'opportunités qui s'étend sur des générations. Des dynamiques sociales complexes que ni la police ni les politiques ne savent vraiment comment dénouer. Et un environnement où chacun essaie, à sa façon, de maintenir la tête hors de l'eau. Il serait facile de réduire ces quartiers à des endroits dangereux et de passer à autre chose. Mais ce serait ignorer tout le reste. Derrière chaque ruelle, chaque immeuble effondré, chaque situation précaire, il y a des individus, des histoires, des trajectoires singulières. Des personnes qui s'adaptent chaque jour, qui inventent des solutions dans des conditions que la plupart d'entre nous n'ont jamais approchées. Ce qui rend ces lieux aussi difficiles, ce n'est pas seulement ce qui s'y passe aujourd'hui. C'est l'accumulation de décisions prises pendant des décennies, des choix politiques, économiques, urbains, qui ont fabriqué ces inégalités et les perpétuent. Saisir ces réalités, ce n'est pas seulement les filmer. C'est admettre que ces endroits ne sont pas une anomalie.
Ils sont le miroir d'un système plus grand, dans lequel certaines zones avancent et d'autres sont condamnées à stagner. Un système où ces écarts perdurent. Et où, malgré tout, des millions de personnes continuent d'avancer, chaque jour, avec ce qu'elles ont. Ces endroits ne sont pas simplement des espaces à fuir. Ce sont des réalités à comprendre. Et des choix collectifs à assumer. Voilà, Bandeko, c'était ça, la troisième session de Solangon Dengoana. On s'arrête ici. Tokutani demain déjà. La tongo, na numéro Moussousou Yassika. Il y a Radio Lokole, Masolo sur votre chaîne Radio Lokole Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Bonjour à tous, bien le bonjour. Kim Cosmétique vous présente sa nouvelle marque de soins corporels qui est constituée d'une thym banane, thym caramel et thym métis. Bonsoir ma papa, ma maman. Kim Cosmétique mokonzi à l'opposo a yelibi ma solution ya sika. Ma solution ya sika pona l'opposo na bino pona ba problème na bino nyoso ya l'opposo Kim Cosmétique des solutions. Na memel bino 3 gammes nanga ya sika. Première gamme ezali thym banane, deuxième gamme ezali thym métissé et troisième gamme ezali thym caramel. Et ngana memel bino susuba coffret yango yo pona ba fête. Ba papa bokoko offrir ba maman ba coffret, ba maman pe bokoko offrir pe ba papa ba coffret. Maman Kim Cosmétique donc a memel bino susuba produit ya sika. Pour chaque partie ya nzoto eza na traitement na yango ba gommage ya nzoto yango yo ja mususu ya ba gommage ya nzoto yango ya bato baza na nzoto ya makasi po yo telezaka mwa pasi mwa makolo place ya mwindu makasi ou mwa maboko ba coude wana nyoso yango gommage. Et puis ba coffret ezali ya lisusu ya ba tampon na bato ba betami ba tampon me ya sika. Et puis, dans un gel douche moussousou, yango, il y a thym caramel. Et puis, dans un gel, il y a thym métissé, il y a thym banane. Dans un sousou, na savon ya sika. Oezo longola ba mami, oezo longola ba poche, oezo longola ba tampon, oezo longola pe banduta, yango, à la base de tomates. Dans un sousou, na ba huile rajeunissante pour le corps. Donc, ils ont tout sous tête à l'obité. Ngana besoin de parler ma faute à thé. Ngana besoin de la macacité. Donc, on a besoin, il y a huile à la base de tomates, c'est-à-dire à base de. Osimia limeti pembene sase papa sueno nini babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.